Salam alaikum. Donc là, on va voir dans le chapitre 3, donc on va voir la gestion des exceptions. On va voir comment on peut implémenter cette gestion afin d'éviter le blocage de notre application lors de l'exécution. Un exemple, c'est que je peux par exemple faire un calcul et rencontrer un cas où par exemple, on a une division par zéro. Donc là, la division par zéro, c'est une exception, d'accord, qui n'est pas définie. Et si je ne gère pas cette exception correctement, le système ou bien le framework, le compilateur va la gérer pour moi, d'accord? Et ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir de l'application, il va arrêter l'exécution, interrompre l'exécution et sortir, et en affichant un message qui n'est compréhensible. On va voir le nom de l'exception en anglais, on va voir le code d'erreur, on va voir quelques informations qui sont inutiles et qui ne sont pas compréhensibles pour l'utilisateur. Donc là, sachant que on essaie d'apprendre à développer des applications pour les déployer chez, par exemple, des clients, c'est-à-dire chez des gens qui ne connaissent pas forcément le langage de codage de programmation C# ni c'est-à-dire qui ne doivent pas forcément comprendre ce que c'est qu'une exception. D'accord? Donc, la différence entre exception et erreur de compilation, c'est que les erreurs de compilation sont identifiées lors de la compilation, ou bien avec le C# sont identifiées avec le .NET sont identifiés avec l'intelligence lors de l'écriture du code, c'est-à-dire si j'oublie un point virgule, automatiquement c'est une erreur. Erreur qui sera levée par le compilateur, c'est-à-dire je n'aurai pas le droit de voir mon application s'exécuter, mais j'aurai une erreur qui est erreur de compilation. D'accord? De même que si je fais appel à une variable qui n'est pas déclarée, si je fais appel à des fonctions non déclarées, ou bien je n'ai pas fait appel, ou là, j'ai pas importé ou là, utilisé le nom vers la librairie, ainsi de suite. D'accord? Ou bien le package. Donc, les exceptions sont très utiles si on veut vraiment protéger ou bien garder l'exécution de notre application sans des crashs ou bien des sorties inattendues. Et ça va nous permettre de gérer ou bien d'identifier d'éventuelles exceptions qui peuvent être levées avec l'utilisation ou bien avec l'exécution de vos applications. Donc, on va voir un mécanisme qui permet d'identifier le nom de l'exception pour l'utiliser ou pour l'implémenter. Donc là, si je suis par exemple, j'essaie d'implémenter ou bien d'écrire un code qui va gérer des fichiers. Si par exemple le fichier n'existe pas, si je ne fais pas le traitement des exceptions à l'ouverture de ce fichier, vous allez voir qu'il y aura l'application va s'arrêter avec un écran, ça dépend donc noir ou bien bleu, ou bien ça dépend de quel environnement je travaille, avec des erreurs qui ne sont pas compréhensibles par l'utilisateur, avec le nom de l'exception, avec un code d'erreur, avec des liens, ainsi de suite. D'accord? Ce qu'il faut faire, ouais, si j'essaie d'ouvrir un fichier qui n'existe pas, logiquement, je dois afficher un message compréhensible par celui qui utilise mon application en lui disant, voilà, le fichier n'existe pas tout simplement. D'accord? Et je peux même faire des traitements. Je peux lui proposer de choisir son chemin. Je peux ouvrir avec le browser pour qu'il choisisse lui-même le chemin du fichier. D'accord? Donc, c'est-à-dire que c'est au développeur de traiter ou d'écrire du code relatif à la gestion de ce type d'exception. D'accord? Donc, de même pour l'accès aux bases de données, donc, sont très utiles dans des contextes bien définis, mais ça n'empêche qu'il faut essayer de les implémenter le maximum possible.
D'accord? Donc, les fonctionnalités de gestion des exceptions, ils permettent de faire quoi? De gérer les situations inattendues ou les situations qui ne sont pas, c'est-à-dire qui sont exceptionnelles, comme j'ai dit. Donc, je sais bien qu'un fichier doit être dans le dossier C, ainsi de suite, mais par erreur, le fichier n'est plus là et je vais l'ouvrir avec mon application. C'est une exception. Ce n'est pas une erreur de compilation parce que je vais utiliser juste le chemin et c'est à l'exécution que le chemin sera vraiment vérifié et utilisé. D'accord? Donc, ce sont des situations qui sont inattendues, qui surviennent pendant l'exécution d'un programme. Donc, si je ne gère pas l'exception correctement, ce qui va se passer, c'est l'arrêt de mon application ou bien de mon programme. Si je gère correctement cette application, cette exception, bien n'importe quelle exception, euh, j'aurai la main pour faire, faire ce que je veux. D'accord. On va voir un exemple, c'est-à-dire la fin de la séance. Donc, pour la gestion des exceptions, c'est la même chose que pour les autres langages, d'accord? Le C, le C++, le Java, le Python. Donc, on va utiliser les mots-clés try, catch et finally. Donc, try, c'est essayer, catch, récupérer, finally, finalement, d'accord? Donc, le bloc sujet d'une exception, on le met c'est-à-dire dans un bloc try. D'accord? Et une fois une exception est levée, je vais la récupérer dans un bloc catch et finally sera utilisé pour exécuter des instructions si l'exception est levée ou pas. C'est-à-dire, je peux fermer des ressources, je peux libérer des espaces mémoire, ainsi de suite. D'accord? Finally, c'est l'objectif de là, c'est que le bloc d'instructions, l'ensemble des instructions dans ce bloc seront exécutées. Si l'exception est levée ou non. D'accord? Donc, un bloc try est utilisé pour partitionner le code qui peut être affecté par une exception, c'est-à-dire qui est sujet d'exception. Donc, logiquement, euh, les instructions dans le bloc try peuvent ne jamais lever d'exception, d'accord? Ou bien générer d'exception. Mais ça n'empêche d'utiliser le bloc try catch. J'ai dit que le catch, c'est l'ensemble des instructions, ou bien ce sont des blocs qui servent à gérer toutes les exceptions résultantes. Donc là, euh, ceci dit que il n'y a pas une seule exception à gérer, il y a plusieurs exceptions. Il y a la division par zéro, il y a l'accès à une case mémoire non permise, il y a le fichier qui n'existe pas, il y a, je sais pas, la forme, le format d'une date qui n'est pas correct. Il y a pas mal d'exceptions à gérer. D'accord? On peut utiliser autant de blocs catch que nécessaire. Euh, D'accord, donc un bloc try doit être utilisé avec au moins un bloc catch ou bien finally. C'est-à-dire que je ne peux pas implémenter un bloc try sans catch ou bien sans finally. D'accord? Et peut inclure plusieurs blocs catch. C'est-à-dire que je peux gérer autant d'exceptions que nécessaire. Donc, ici à gauche, à droite plutôt, donc là, j'ai le bloc try avec des accolades ouvrantes et fermantes, le code, les instructions c'est-à-dire à exécuter. Le bloc catch, entre parenthèses, le type de l'exception. Donc, un system.exception, c'est une exception générale. C'est l'exception, c'est-à-dire c'est le bloc exception qu'on utilise quand on ne connaît pas la nature de l'exception que peut avoir lieu. D'accord? Si je sais bien le type de l'exception, je vais utiliser le nom de l'exception direct. D'accord? System. Je sais pas, divide by 0, là même on va voir un type par la suite. D'accord? Et X, bien sûr, c'est l'objet de type exception que je vais utiliser dans la partie code pour gérer l'exception. D'accord? Et finally, comme j'ai dit, c'est un ensemble d'instructions qui sera exécuté après le bloc try si exception levée ou pas. C'est-à-dire, si je l'implémente automatiquement, les instructions dedans seront exécutées si une exception est levée ou non. D'accord, voilà
les différentes écritures de bloc try-catch, finally. Donc, je peux utiliser try-catch avec, j'ai dit que une exception en général. Je peux utiliser try-catch finally. Je peux utiliser try-finally. Et je peux utiliser try-catch sans préciser c'est-à-dire la nature de l'exception. D'accord? C'est-à-dire gérer les exceptions levées sans aucune information sur l'exception. Donc, le blocage doit spécifier un type ou peut spécifier un type d'exception interceptée. Donc, là, dans l'exemple, dans le slide précédent, il y a c'est-à-dire un block catch avec sans exception. Donc, avec le block catch sans exception, il va gérer n'importe quelle exception, mais le problème, c'est que je ne peux pas savoir quel type d'exception a été levé. Et là, c'est un problème. Par contre, si je veux, par exemple, parce que là, je veux que mon application soit utilisée par autrui et je m'attends à ce qu'il y ait des exceptions, c'est-à-dire des exceptions exceptionnelles que je n'ai pas encore traitées. Et là, ce qu'il faut faire, c'est que il faut vraiment afficher un message qui soit compréhensible à la fois par l'utilisateur et par le développeur lui-même. C'est-à-dire une exception non encore traitée. J'ai pas fait assez de tests pour gérer toutes les exceptions que peuvent avoir lieu avec mon application, mais je vais faire un block catch avec les informations sur une exception d'une manière générale et récupérer le nom de l'exception. Et le nom de l'exception sera utilisé par la suite pour modifier mon code et ajouter un block catch avec le nom de l'exception qui a été levée. Et de cette manière, je vais pouvoir exécuter des instructions relatives à cette exception elle-même. D'accord? On va voir un chiffre l'exemple à la fin. Donc, les exceptions définies par l'application doivent dériver de application exception. Donc, plusieurs blocs catch avec des filtres d'exception différents peuvent être enchaînés, c'est-à-dire on peut faire des blocs catch séquentiels, catch qui va gérer une exception sur les fichiers non trouvés, sur les divisions par zéro, ainsi de suite. Et à la fin, en général, je conseille d'utiliser une à la fin, c'est-à-dire à la fin parce que l'exécution de catch est séquentielle, c'est-à-dire si l'exception a été gérée par un bloc catch, automatiquement, il ne va pas passer vers le bloc catch suivant. D'accord? Il va sortir vers FileList ici programmé, sinon on va passer vers les instructions après le bloc try catch. D'accord? Donc, plusieurs blocs catch avec des filtres d'exception différents peuvent être enchaînés, mais un seul bloc catch est exécuté pour chaque exception levée. D'accord? C'est séquentiel, mais c'est-à-dire une fois un bloc a récupéré l'exception, donc le bloc suivant ne sera plus exécuté. D'accord? Donc les blocs catch sont évalués de haut en bas. Donc le premier après try vers le dernier. Si aucun bloc catch ne spécifie un filtre d'exception correspondant à une exception levée, un bloc catch sans filtre, le cas échéant, sera exécuté. D'accord? C'est pourquoi là, si je ne fais pas le traitement moi-même, je vais donner la main au framework de le faire. Je vois le message qu'on ne souhaite pas voir. D'accord? On peut utiliser un block catch pour obtenir plus d'informations sur le type d'exception, comme j'ai dit, et implémenter par la suite, ou bien mettre à jour, ou bien modifier mon code pour gérer cette exception. Donc voilà un petit exemple. J'ai déclaré une variable cc de type int, je l'ai initialisée à 0. D'accord? Et je vais exécuter la division ou bien afficher le résultat de la division sur 0. D'accord? Automatiquement là, ce qui va se passer, c'est que c'est une exception qui sera levée, mais quel type d'exception? Je ne sais pas encore, d'accord? Je suppose que je ne sais pas que la division par zéro n'est pas permise, d'accord? C'est juste un test. Donc là, j'ai implémenté un bloc catch ici avec une exception générale, donc la variable ou bien l'objet exe, et je vais afficher quoi?
je vais utiliser la fonction donc getType.name pour afficher le nom de l'exception qui a été levée. D'accord? Et là, vous allez voir que vous allez, le message, c'est-à-dire le message qui sera affiché à la console, c'est divide by zero exception. Donc là, c'est le nom de l'exception. Je l'ai récupéré par getType et name. D'accord? La propriété name et j'ai divide by zero exception. Donc par la suite, qu'est-ce que je peux faire? Au lieu d'afficher un message, je peux faire des traitements. D'accord? Et qu'est-ce que j'ai fait, Naya? J'ai implémenté l'exception. D'accord? J'ai fait catch, divide by zero exception, le nom de l'objet, et dans les instructions dans ce bloc qui va gérer l'exception de division par zéro, j'ai écrit un message compréhensible. Une division par zéro est effectuée, et là, j'ai utilisé les étiquettes. Donc, il y a une étiquette de début de point et go to début. D'accord? Qu'est-ce que j'ai fait, Naya? J'ai modifié la valeur de CC à 15 et j'ai changé, donc j'ai acheminé donc l'exécution vers l'étiquette début. Et là, a dit, j'aurai 30 sur 15, je vais voir afficher donc sur de. D'accord? C'est un exemple pour voir l'objectif de la propriété name qui me permet de récupérer le nom de l'exception. Là, je conseille à ce que le dernier bloc catch utilise le mécanisme, c'est-à-dire récupérer une exception qui n'est pas encore implémentée, c'est-à-dire ne sera pas traitée dans les blocs catch précédents et afficher le nom. Une fois l'exception élevée, si je déploie mon application chez un client, Radi Gouli va me dire voilà, monsieur, là, j'ai une exception, une erreur, un message, ainsi de suite. Je lui dis, qu'est-ce que dit? Ou bien tu me fais une prise d'écran, là, je vais voir le nom de l'exception, je vais l'implémenter et lui envoyer une mise à jour de l'application. D'accord? C'est comme ça que ça marche. D'accord, le bloc filing. En général, le bloc filing est exécuté soit l'exception est levée ou bien non levée. D'accord? Il est utilisé en général pour le nettoyage d'actions effectuées dans un bloc try, libérer les mémoires, fermer des fichiers, fermer des accès à des bases de données, même faire plein de choses, d'accord, pour faciliter l'exécution, bien pour donner la main à autre instruction d'exécution. Donc, le bloc filer s'exécute après l'exécution des blocs try et catch. Donc, un bloc filer est toujours exécuté, si exception est levée ou non, d'accord. En général, donc, un bloc filer est utilisé pour libérer les ressources telles que le flux fichier, connexion, base de données, ainsi de suite. Donc, là, sachant qu'il y a le garbage collector qui libère les espaces, libère les accès, ainsi de suite, mais on ne sait pas quand le garbage va faire son travail. Donc, si pour faire un travail correct, un travail bien propre, je dois gérer moi-même mes ressources. D'accord? Et sans donner, c'est pas donner la main, c'est attendre à ce que le garbage le fasse à ma place. Donc voilà un exemple, par exemple. Donc là, on va voir l'accès à un fichier. Donc j'ai déclaré un objet fichier de type FileStream, donc dans le nom d'espace input-output IO. J'ai instancié un objet file info qui pointe vers le fichier file.text dans le répertoire C. Et dans le bloc try, j'essaie d'ouvrir, d'écrire et de fermer. Donc là, de préférable parce que là, on ne sait pas, on n'est pas à 100% sûr qu'il n'y aura pas d'exception qui sera levée entre l'ouverture pour l'écriture et la fermeture, d'accord? Et si dans le bloc try, si une exception est levée avant d'arriver à la fermeture, à l'instruction qui va fermer mon fichier, addFile.close ne sera jamais exécuté. Donc, on a pour s'assurer que le fichier sera fermé, qu'est-ce que je fais? En général, je l'écris dans la partie où il y a le bloc file. Bien sûr, je dois tester que head file n'est pas nul. Sinon, c'est-à-dire si file n'est pas nul, a été, je ne sais pas, libéré ou là quelque part avec les instructions, je ne peux pas fermer quelque chose qui n'existe pas encore. D'accord?
Donc là, on va voir un petit exemple, deux exemples. Donc, c'est le même exemple avec modification dans le deuxième exemple. Donc, on va essayer d'écrire un code C# qui demande à la console, c'est-à-dire qui demande de saisir à la console plutôt la date de naissance. Après, si l'utilisateur saisit, donc là, on va lui préciser le format de saisie, c'est-à-dire jour, mois et année. Si c'est l'utilisateur qui va saisir cette date, donc je ne vais pas lui demander de saisir le jour بوحدو, نقول له عطيني tu saisis la date de naissance, d'accord? En lui précisant le format utilisé, d'accord? Dans le cas où l'utilisateur saisit une date qui n'est pas dans le bon format de la date, saisit du texte, saisit, je sais pas, autre format non acceptable, et là, je dois récupérer le nom de l'exception. Je sais pas le nom de l'exception qui sera levé si une date qui ne respecte pas le format précis sera levée. D'accord? Je suppose que je ne sais pas. Donc, on va utiliser donc, le mécanisme de getType.name pour récupérer le nom de l'exception. Et après, on va modifier notre code pour implémenter cette exception et lui afficher un message. D'accord? Pour lui dire, voilà, la date que vous avez saisie n'est pas dans le bon format. Et après, dans le bloc findé, on va afficher un message de revoir. D'accord? Après, ce qu'on va essayer, parce que là, si l'utilisateur saisit une date erronée, là, on va afficher juste le message et sortir. Donc là, je veux forcer un peu à ce qu'il saisit une date correcte. D'accord? Dans le cas où la date saisie n'est pas valide, je dois gérer l'exception et lui demander de refaire la saisie. D'accord? On va voir sur MS Visual Studio. Donc là, j'ai mon code. Donc je vais mettre le débugage. Donc voilà, j'ai mon code, j'ai mon bloc try, accolade ouvrante fermante, et j'ai mon bloc catch avec une exception, d'accord, là d'une manière, c'est-à-dire exception générale, d'accord. Je n'ai pas précisé encore le type d'exception, le nom d'exception à traiter par ce bloc catch. C'est bon? Donc je vais exécuter, je vais tester. Donc là, j'ai précisé dans le texte, c'est qu'il faut respecter jour, mois et année. Donc là, je vais dire 25 01 2001, par exemple. D'accord, je tape. Donc votre date de naissance est, parce que c'est ce que j'ai écrit, j'ai essayé de juste afficher la date de naissance. D'accord, et je sors sans problème. Donc là, dans le cas où l'utilisateur saisit par exemple des chaînes de caractères. Donc là, ce qui se passe. D'accord, j'ai utilisé datetime.parse. Je n'ai pas fait tryparse. Tryparse, on sait que ça permet d'éviter les types d'erreurs, mais là, si je fais tryparse, par quoi je vais remplacer la date qui a été saisie comme étant chaîne de caractères. D'accord? Je vais utiliser parse, et parse, il va essayer de parser ce qui a été saisi dans le format datetime, et ce que j'ai saisi ne peut pas être c'est-à-dire converti en date. D'accord? Et mon erreur sera récupérée par le bloc catch exception que j'ai. Donc là, le nom de l'erreur est getType plutôt, point name. Donc getType, c'est un type. D'accord? Et voilà le nom de l'exception. C'est format exception. D'accord? Je vais l'utiliser tel quel. Donc là, avant, on va enlever ce bloc try, on va enlever try catch pour voir ce qui va se passer. Donc j'ai dit si je respecte un A, donc on a une exception et c'est ce qu'on veut vraiment, c'est ce qu'on veut vraiment, on veut éviter de voir, c'est que le texte, remarquez bien que pour quelqu'un, un utilisateur, ce texte n'est pas compréhensible du tout. D'accord?
exception non gérée, système.format exception, la chaîne n'a pas été reconnue. Donc, là, pour un utilisateur, c'est-à-dire un utilisateur final, c'est gênant de voir ce type d'exception. L'exception, Kaina, l'arrache de mois 20, on ne peut pas dépasser le 20, le 12. D'accord? L'exception, elle est mal, c'est-à-dire c'est là où automatiquement je vais sortir. Donc là, je n'ai pas le choix. D'accord? Alors que avec le try et catch, on a remarqué bien que je peux gérer mon exception, pas encore gérer, mais je peux lever l'exception et afficher un message plus ou moins personnalisé. D'accord? Le nom de l'erreur est format exception, ainsi de suite. D'accord? Et c'est la continuité. D'accord? Deuxièmement, ce qu'il faut faire, c'est implémenter donc Filey. Donc Filey fait un message au revoir, c'est tout. Donc on va tester avec une date correcte. Donc date de naissance, la voilà, au revoir. D'accord? Et après, on va tester avec une date incorrecte. Donc le nom de l'erreur est et au revoir. Ce qui fait que ce bloc finally, il est toujours exécuté, exception levée ou pas. D'accord? Par la suite, une fois moi j'ai récupéré le nom de l'exception, c'était format exception, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'utiliser, d'accord, avec le bloc header, je vais utiliser ce bloc exception pour afficher un message qui est compréhensible. Donc la date saisie n'est pas correcte. Et là, vous allez peut-être me dire, voilà, on peut écrire le message, mais le bloc, son header, ce bloc-là, il va gérer, il va récupérer, ou bien, c'est-à-dire catcher, il va récupérer toutes les exceptions qui seront levées, indépendamment de la forme, indépendamment de autre chose. D'accord? On a donné un exemple simple. Alors que هنا, format exception, c'est si l'exception levée est de type format exception. D'accord? Dans mon cas, je vais afficher un message que signifie que la date saisie n'est pas correcte. Donc, si l'exception est levée ou bien catchée, récupérée par ce bloc, automatiquement, le bloc ne sera pas exécuté. Le bloc sera exécuté et passé vers file list si c'est implémenté, sinon passer après le try. D'accord? Donc, on va voir 01 2020. D'accord? Donc, 20, il n'y a pas de moins 20. Donc, la date saisie n'est pas correcte. Au revoir. D'accord? Il est dit dans l'énoncé que c'est que je dois forcer l'utilisateur à ce qu'il, c'est-à-dire, je dois le forcer à ce qu'il saisit une date correcte. C'est-à-dire, je dois faire une boucle ou bien utiliser les étiquettes ou bien faire ce que je veux. Donc, les étiquettes, c'est à éviter, c'est-à-dire à utiliser avec précaution parce que côté programmation, ça ne donne pas envie vraiment de suivre l'acheminement, où est-ce qu'elle est l'étiquette, ainsi de suite, les deux points. Donc là, on va utiliser un bloc do while, c'est-à-dire on va boucler sur pour afficher et récupérer et demander, récupérer et afficher la date, tant que la date elle est correcte. Donc on va utiliser une booléenne. Donc je l'ai appelé state, je l'ai initialisé par true. Donc avec le bloc do while. Donc la boucle doit être exécutée tant que state n'est pas true. D'accord? Je vais modifier l'état de state à false si une exception est levée, c'est-à-dire par défaut c'est true. Si une exception est levée, je vais changer l'état de state à false et automatiquement là, il va me retourner vers elle. Et là, pour éviter le blocage de boucle infinie, je dois changer aussi donc l'état de state à true. Supposons que une exception est levée, le state va être à false et dans le cas où il va saisir une date correcte, je dois modifier l'état pour pouvoir sortir de cette, c'est-à-dire cette boucle while. Donc je vais tester.
Donc, je vais saisir correctement, premièrement, une date correcte. Donc, la date de naissance, au revoir, c'est correct. Et après, je vais essayer de saisir une qui ne respecte pas le format. Donc, la date saisie n'est pas correcte, c'est le message affiché par le bloc format exception, ce n'est pas le nom de l'erreur, d'accord? Et j'ai changé l'état de state à false. Tant que state n'est pas non égal à true, il va retourner et exécuter, saisir votre date, d'accord? De même, ainsi de suite, jusqu'à ce que je saisis une date correcte. Votre date de naissance est au revoir, d'accord? L'essentiel dans cette partie, c'est de vraiment euh, utiliser le maximum possible la gestion des exceptions et ne pas laisser au framework de le faire à votre place. Et surtout, quand on fait des traitements très spécifiques, accès à une base de données, je sais pas, mais vraiment, il faut implémenter donc la gestion des exceptions le maximum possible, même si je suis sûr à 99% qu'aucune des exceptions ne sera levée, mais il faut traiter avec le 1% ou bien laisser la chance de traiter le 1% pour éviter des problèmes avec les clients. D'accord? Donc, on peut même générer des exceptions personnalisées avec Draw Exception. J'ai décidé donc de ne pas de faire rien, mais plutôt utiliser donc les exceptions proposées par le framework. Donc, comme d'habitude, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à les poser. Donc, la prochaine ou le prochain chapitre, on va voir l'accès aux bases de données. Donc, yallah, salam alaikum.